25 août 1944, Paris est libre, la deuxième division blindée française entre dans la capitale. Mais dans un bureau de l'hôtel de ville, Charles de Gaulle regarde Dwight Eisenhower et prononce une phrase que le commandant suprême allié n'oubliera jamais. Si vos troupes restent à Paris, il y aura une guerre civile. Et cette fois, général, les Français se battront contre les Américains. En 48 heures, 16 000 soldats américains quitteraient Paris. Eisenhower céderait sans combattre. Ce n'était pas une menace vide. C'était le calcul d'un homme qui comprenait qu'une capitale libérée par des étrangers n'est pas vraiment libérée. Ce n'était pas juste une confrontation entre deux généraux. C'était le moment où De Gaulle a choisi la souveraineté française plutôt que la gratitude alliée et a gagné. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur 48 heures, du 25 au 27 août 1944, quand un homme sans armée a fait plier le commandant de 3 millions de soldats. Tout ici est documenté dans les archives du SHAEF, les mémoires d'Eisenhower, croisade en Europe, les télégrammes de De Gaulle et les rapports de la 2e DB du général Leclerc. Je suis Marc, et voici ce qui s'est réellement passé dans Paris libéré. 23 août 1944. L'insurrection parisienne fait rage depuis 6 jours. 20 000 résistants FF1 se battent contre 16 000 soldats allemands et 80 chars du général Dietrich von Choltitz. Les Allemands tiennent encore le Sénat, le palais du Luxembourg, l'hôtel Meurice. Les combats de rue ont déjà tué 1500 résistants et 3200 civils. Mais la véritable bataille n'est pas militaire, elle est politique. À 200 km au sud, Eisenhower tient un conseil de guerre. Son plan est clair, contourner Paris. La capitale ne présente aucune valeur stratégique. Pire, la libérer signifie nourrir 4 millions de Parisiens avec des ressources dont il a besoin pour avancer vers le Rhin. Ces calculs logistiques sont implacables. Paris consommerait 4 000 tonnes de vivres par jour. C'est l'équivalent du ravitaillement de 8 divisions de combat. Eisenhower veut laisser Paris se libérer elle-même, puis envoyer des troupes américaines pour restaurer l'ordre. Ensuite, installer un gouvernement militaire allié, l'AMGOT, Allied Military Government of Occupied Territories. La France serait traitée comme l'Italie, un territoire occupé, pas un pays allié. De Gaulle sait tout cela. Il sait aussi qu'Eisenhower a déjà imprimé la fausse monnaie d'occupation, des billets portant la mention « émis en France » sans symbole français. Il sait que Roosevelt refuse de reconnaître le gouvernement provisoire de la République française. Il sait que Churchill hésite. La logique voudrait que De Gaulle accepte la réalité. Il commande 400 000 hommes de la France libre, mais dépend entièrement de la logistique américaine. Sans essence américaine, sans munitions américaines, sans rations américaines, l'armée française ne peut pas combattre. Mais De Gaulle ne suit jamais la logique des autres. 23 août, 22 heures. Le général Philippe Leclerc, commandant de la 2e division blindée, reçoit 2 ordres contradictoires. Le premier, d'Eisenhower via le général Bradley. Attendez, Paris n'est pas une priorité. Ne vous engagez pas sans ordre explicite. Le deuxième de Gaulle. Foncez sur Paris. Peu importe ce que disent les Américains. La capitale doit être libérée par des Français ou elle ne sera jamais vraiment française. Leclerc choisit De Gaulle. C'est de la désobéissance directe au commandement allié. Mais Leclerc comprend l'enjeu. Si les Américains entrent en premier, Paris devient une ville alliée occupée, pas une capitale française libérée. 24 août, 6h15. La 2e DB force les barrages routiers américains. 16 000 hommes, 4 000 véhicules, 200 chars Sherman M4 et automitrailleuses M8 Greyhound foncent vers Paris sans autorisation officielle. Les Américains ne les arrêtent pas, mais ne les aident pas non plus. Pendant ce temps, Eisenhower apprend la désobéissance de Leclerc. Il est furieux, mais il est aussi pragmatique. Si la 2e DB est déjà en route, autant envoyer la 4e division d'infanterie américaine en soutien, histoire de garder un contrôle sur la situation. La course pour Paris est lancée. Mais ce n'est pas une course contre les Allemands. C'est une course entre Français et Américains
pour déterminer qui libérera la capitale et donc qui la contrôlera après. 25 août, 9 heures. La deuxième DB entre dans Paris par la porte d'Orléans. Le capitaine Raymond Dronne et ses hommes avaient atteint l'hôtel de ville à 21h22 la veille, premier officier français à entrer dans la capitale. Mais c'est maintenant que la division complète déferle dans les rues. Les combats sont violents mais courts. Von Coltitz comprend que la résistance est inutile. À 15h30, il signe la reddition dans le bureau du général Leclerc, installé à la gare Montparnasse. 16 000 soldats allemands deviennent prisonniers. 80 chars sont capturés ou détruits. Mais la rapidité de la victoire cache un détail critique. La deuxième DB a utilisé 300 000 litres d'essence, de l'essence américaine. Leclerc a tiré 50 000 obus, des obus américains. Ces chars roulent, mais leurs moteurs appartiennent à Détroit, pas à Renault. De Gaulle le sait, Eisenhower le sait, et c'est précisément pour cela que la confrontation est inévitable. 25 août, 16 heures. Charles de Gaulle entre dans Paris, pas en char, pas en jeep, à pied, par la porte d'Orléans, comme un simple Parisien qui rentre chez lui après 4 ans d'exil. Il se rend directement au ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique, pas à l'hôtel de ville, où les résistants communistes l'attendent pour une cérémonie, pas à l'Élysée, encore occupé par les Allemands jusqu'à quelques heures plus tôt. Au ministère de la Guerre, symbole de la continuité de l'État. Son premier geste est calculé. Il entre dans son ancien bureau, celui qu'il occupait en juin 1940 comme sous-secrétaire d'État à la Défense. Il regarde les meubles, intacts. Il prononce une phrase restée célèbre. Rien n'a changé. Ni les meubles, ni même le désordre sur le bureau. Le message est clair, la France n'a jamais cessé d'exister. Il n'y a pas eu de défaite en 1940, juste un gouvernement illégitime à Vichy. Il n'y a pas eu d'occupation allemande, juste une interruption temporaire. Il n'y a pas eu de libération par les Alliés, juste le retour de la France légitime. C'est un mensonge historique magnifique. Mais c'est un mensonge nécessaire pour empêcher l'AMJOT. 18 heures. De Gaulle se rend enfin à l'hôtel de ville. Les résistants veulent qu'il proclame la République depuis le balcon, comme Gambetta en 1870, comme les révolutionnaires de 1848. De Gaulle refuse. Il prononce un discours resté gravé dans la mémoire française. Paris. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Notez l'ordre. Libéré par lui-même vient en premier. Le concours des armées de la France vient en deuxième. L'appui et le concours de la France tout entière vient en troisième. Les Alliés ne sont même pas mentionnés. Cette omission n'est pas un oubli. C'est une déclaration de guerre politique. 26 août, 10 heures. Dwight Eisenhower arrive à Paris. Officiellement, c'est une visite de courtoisie pour féliciter De Gaulle. Officieusement, c'est une confrontation pour déterminer qui contrôle Paris. Eisenhower commande 3 millions de soldats alliés. Il contrôle la logistique, l'aviation, l'armement. Sans lui, la France ne peut pas continuer la guerre. Il pense avoir tous les atouts. De Gaulle commande 400 000 hommes, dont la moitié manque d'équipement. Il dépend entièrement des Américains pour l'essence, les munitions, la nourriture. Sur le papier, il n'a aucun levier de négociation. Sur le papier seulement. La réunion commence poliment. Eisenhower félicite De Gaulle pour la libération. De Gaulle remercie Eisenhower pour l'appui des forces alliées. Notez le terme. Appui, pas libération. Puis Eisenhower en vient aux faits. Il a ordonné à 2 divisions américaines, la 28e division d'infanterie et la 5e division blindée, de stationner à Paris pour maintenir l'ordre et assurer la sécurité. C'est le moment que De Gaulle attendait. Il regarde Eisenhower et répond calmement. « Général, Paris n'a pas besoin de troupes américaines pour maintenir l'ordre. Paris a besoin de troupes françaises pour restaurer sa souveraineté. Si vos soldats restent, le peuple français pensera que nous sommes une nation occupée par vous au lieu des Allemands. » Eisenhower proteste. « Ces troupes sont là pour aider, pour nourrir la population, pour éviter le chaos.
De Gaulle ne cède pas. Vos intentions sont nobles, général. Mais les bonnes intentions ne changent rien à la perception. 2 divisions américaines dans Paris, c'est une occupation. Le peuple français ne l'acceptera pas. Je ne l'accepterai pas. Eisenhower hausse le ton. Il rappelle que sans l'armée américaine, Paris serait encore allemand. Il rappelle que sans essence américaine, les chars de Leclerc n'auraient jamais atteint la capitale. C'est là que De Gaulle prononce la phrase. Général Eisenhower, je comprends vos arguments. Je respecte vos contributions. Mais comprenez ceci. Si vos troupes restent à Paris, il y aura une guerre civile. Les communistes sont armés. Les gaullistes sont armés. Les résistants ne déposeront pas les armes tant que des uniformes étrangers patrouillent nos rues. Et cette fois, général, les Français se battront contre les Américains. Le silence dans la pièce est total. Eisenhower sait que De Gaulle ne bluffe pas. Voici pourquoi. Premièrement, les forces en présence. À Paris, ce 26 août 1944, il y a 20 000 résistants FFIM armés, dont 8 000 communistes du FTP, 16 000 hommes de la 2e DB fidèles à De Gaulle, 4 000 gendarmes et policiers républicains, 16 000 soldats américains de la 28e DA qui viennent d'arriver. Les Américains sont supérieurs en nombre, mais ils sont étrangers. Les Parisiens viennent de se battre pendant une semaine contre une occupation. Psychologiquement, ils ne feront aucune différence entre uniformes allemands et uniformes américains si ces derniers restent trop longtemps. Deuxièmement, l'opinion publique mondiale. Eisenhower comprend le piège. S'il y a des combats entre soldats américains et résistants français dans Paris libéré, les photos feront le tour du monde. Roosevelt, qui se présente pour un 4e mandat en novembre 1944, ne survivrait pas politiquement à des images de Marines tirant sur des Français dans Paris. Churchill, déjà critiqué pour avoir bombardé des civils français à Caen et Rouen, ne peut pas se permettre une nouvelle crise avec la France. Staline, lui, se frotterait les mains. Une guerre civile en France renforcerait les communistes du PCF, déjà les plus armés et les mieux organisés des résistants. Troisièmement, la logistique. Eisenhower a besoin de poursuivre sa progression vers le Rhin. Chaque jour passé à pacifier Paris est un jour perdu pour atteindre l'Allemagne avant l'hiver. Il ne peut pas se permettre de mobiliser 2 divisions, 32 000 hommes, pour une guerre urbaine contre des partisans français. De Gaulle a transformé sa faiblesse militaire en force politique. Il ne peut pas gagner une guerre contre l'Amérique. Mais il peut rendre la présence américaine à Paris si coûteuse politiquement qu'Eisenhower préférera céder. Eisenhower recule sur les troupes. Il accepte de retirer la 28e DPA et la 5e DB de Paris dans les 48 heures. Mais il a un dernier atout, l'AMGOT. Il sort une proclamation déjà imprimée en anglais et en français. Elle annonce la création d'un gouvernement militaire allié en France. Elle impose la monnaie d'occupation. Elle place l'administration française sous contrôle américain. De Gaulle ne la lit même pas. Il la déchire. Général, il n'y aura pas de gouvernement militaire allié en France. La France n'est pas l'Italie. La France n'est pas l'Allemagne. La France est un pays allié qui s'est libéré lui-même. Nous avons un gouvernement légitime, le gouvernement provisoire de la République française. Vous pouvez le reconnaître ou vous pouvez tenter de l'ignorer, mais vous ne pouvez pas le remplacer. Eisenhower tente une dernière fois. Général de Gaulle, le président Roosevelt n'a pas reconnu votre gouvernement. Je n'ai pas l'autorité. De Gaulle l'interrompt. Roosevelt n'a pas à reconnaître mon gouvernement, général. Le peuple français l'a déjà fait. Vous avez vu les foules hier sur les Champs-Élysées. 2 millions de Parisiens. Ils ne criaient pas « Vive Roosevelt ». Ils ne criaient pas « Vive Eisenhower ». Ils criaient « Vive de Gaulle ». C'est la seule reconnaissance qui compte. La réunion dure encore 2 heures. Mais l'issue est déjà décidée. Eisenhower sait qu'il a perdu. À 16h30, il quitte Paris. Il donnera l'ordre de retirer toutes les troupes américaines, sauf une brigade de cérémonie, 3 000 hommes qui défileront sur les Champs-Élysées le 29 août, puis quitteront la ville. L'AMGOT ne sera jamais instaurée en France. 27 août, 8 heures. Les premières unités américaines commencent à quitter Paris.
La 28e division d'infanterie se redéploie vers la Lorraine. La 5e division blindée part vers la Belgique. En 48 heures, 16 000 soldats américains auront quitté la capitale. Restent 3 000 hommes pour le défilé du 29 août, une concession symbolique de De Gaulle à Eisenhower. Mais même ce défilé est contrôlé. Les Américains marchent derrière les Français, pas devant. L'ordre du défilé dit tout. D'abord la 2e DB, puis les FFI, puis les troupes coloniales, et enfin, en queue, les Américains. De Gaulle transforme même ce défilé en démonstration de souveraineté. Quand des coups de feu éclatent, probablement des snipers allemands isolés, la foule panique. De Gaulle, lui, ne se baisse pas. Il continue à marcher, droit, impassible, sous les balles. Le message est clair. La France n'a plus peur. La France ne se couche plus. 28 août 1944. Eisenhower envoie un télégramme au général George Marshall, chef d'état-major des armées américaines à Washington. Le texte est révélateur. De Gaulle a menacé de désordre civil si nos troupes restaient à Paris. J'ai jugé préférable de céder plutôt que de risquer un conflit avec la population française. Le gouvernement provisoire semble avoir le contrôle de la situation. Je recommande sa reconnaissance formelle. Notez le langage diplomatique. Désordre civil au lieu de guerre civile. J'ai jugé préférable au lieu de j'ai été forcé. Je recommande au lieu de je dois. Eisenhower présente sa défaite comme un choix tactique. Mais Roosevelt comprend le message réel. De Gaulle a gagné. Les États-Unis n'ont plus le choix. Le 23 octobre 1944, 2 mois plus tard, Roosevelt reconnaîtra officiellement le gouvernement provisoire de la République française. Il le fera à contre-cœur, en privé, sans cérémonie. Mais il le fera. Cette victoire a un coût. De Gaulle le sait. Eisenhower le sait. Pendant les 6 mois suivants, les livraisons d'armes américaines à l'armée française seront retardées. Les demandes françaises de munitions seront perdues dans la bureaucratie. Les divisions françaises recevront l'équipement américain en dernier, après les Britanniques, après les Belges, même après les Polonais. Quand la première armée française du général de Lattre de Tassigny libérera Strasbourg en novembre 1944, elle le fera avec des chars à court d'essence et des soldats à court de munitions. Eisenhower proposera même d'évacuer Strasbourg face à une contre-attaque allemande. De Gaulle refusera. Encore. Il dira à Eisenhower, « Si vous abandonnez Strasbourg, je retirerai toutes les forces françaises du commandement allié et défendrai l'Alsace seule. » Eisenhower cédera. Encore, le schéma se répétera jusqu'à la fin de la guerre. De Gaulle menace. Eisenhower recule. Parce qu'Eisenhower sait qu'à Paris, en août 1944, De Gaulle lui a enseigné une leçon fondamentale. Un homme déterminé à payer le prix de la souveraineté peut vaincre une armée qui ne veut pas payer le prix de l'occupation. L'histoire retient le défilé des Champs-Élysées, les photos de Gaulle marchant sous les balles, le discours de l'hôtel de ville. Mais la véritable bataille s'est jouée dans ce bureau le 26 août, quand De Gaulle a menacé Eisenhower de guerre civile. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était du calcul. De Gaulle avait compris 3 choses qu'Eisenhower ignorait. Premièrement, la souveraineté est une question de perception, pas de pouvoir. Militairement, les États-Unis étaient infiniment plus puissants que la France libre. Mais politiquement, la légitimité ne vient pas des chars ou de l'artillerie. Elle vient de la reconnaissance populaire. 2 millions de Parisiens criant « Vive de Gaulle » valaient plus que 3 millions de soldats américains. Deuxièmement, les démocraties ne peuvent pas se permettre de réprimer leurs alliés. Eisenhower pouvait écraser militairement n'importe quelle résistance française. Mais Roosevelt, en pleine campagne électorale, ne pouvait pas se permettre des images de Marines tirant sur des résistants dans Paris. Churchill, déjà critiqué pour les bombardements de civils français, ne pouvait pas risquer une nouvelle crise. Staline, lui, attendait que l'Occident se déchire pour renforcer l'influence communiste en France. De Gaulle avait transformé la faiblesse française en force politique en rendant la répression américaine politiquement impossible. Troisièmement, la menace doit être crédible, même si elle est suicidaire.
De Gaulle savait qu'une guerre civile entre Français et Américains détruirait la France. Mais il savait aussi qu'Eisenhower savait que De Gaulle était capable de la déclencher. C'était de la guerre psychologique pure, convaincre l'adversaire que vous êtes prêt à payer un prix que lui refuse de payer. Cette confrontation a défini la relation franco-américaine pour les 75 années suivantes. De Gaulle a appris que l'Amérique pouvait être défiée si le prix politique était assez élevé. Il appliquera cette leçon pendant toute sa présidence. Retrait de l'OTAN en 1966, reconnaissance de la Chine communiste en 1964, condamnation de la guerre du Vietnam en 1966. L'Amérique a appris que la France ne serait jamais un allié docile. Eisenhower écrira dans ses mémoires: de tous les dirigeants que j'ai rencontrés pendant la guerre, De Gaulle était le plus difficile. Pas parce qu'il était stupide ou irrationnel, mais précisément parce qu'il était intelligent et rationnel dans sa défense des intérêts français, même quand ses intérêts contredisaient les nôtres. C'est peut-être le plus grand compliment qu'Eisenhower pouvait faire. Le 26 août 1944, dans un bureau parisien, un général sans armée a fait plier le commandant de la plus grande force militaire de l'histoire. Il ne l'a pas fait avec des chars, il ne l'a pas fait avec de l'artillerie, il ne l'a pas fait avec de la diplomatie charmante, il l'a fait avec une menace crédible, un calcul politique impeccable et la compréhension profonde que la souveraineté ne se négocie jamais. Elle s'arrache. 25 août 1944. Paris libéré. 26 août 1944. Eisenhower menacé de guerre civile. 27 août 1944. Les troupes américaines commencent à quitter Paris. En 48 heures, la France a reconquis sa souveraineté. Pas sur le champ de bataille, mais dans un bureau par une menace qu'aucun général américain ne pouvait ignorer. L'AMGOT ne sera jamais instaurée. Les États-Unis reconnaîtront le gouvernement de De Gaulle. La France ne sera jamais traitée comme l'Italie ou l'Allemagne occupée. Tout cela parce qu'un homme a compris qu'une menace crédible vaut mieux qu'une armée hésitante. Je suis Marc, merci d'avoir regardé.